À cet instant précis, il existe 195 pays dans le monde, et dans au moins 160 d'entre eux, des loges maçonniques sont activement présentes. Il ne s'agit pas de simples clubs sociaux, ni de fraternités caritatives. Ce sont des réseaux de pouvoir documentés, hiérarchisés, avec des rituels spécifiques pour chaque degré d'ascension. Et le degré maximal, le 33e degré du rite écossais ancien et accepté, comporte exactement 7 rituels occultes, qui n'ont jamais été officiellement publiés. Spinoza, en 1671, a eu accès à des manuscrits décrivant ces rituels, et ce qu'il a découvert était dévastateur. Au moins 23 présidents des États-Unis étaient maçons du 33e degré. Tous ont subi ces 7 rituels avant d'accéder au pouvoir. George Washington, James Monroe, Andrew Jackson, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Lyndon Johnson, Gerald Ford. Tous, c'est documenté, vérifiable. Et quand vous comprendrez la nature de ces 7 rituels, ce qu'ils promettent, ce qu'ils exigent en retour, vous réaliserez que nous ne sommes pas dans le domaine de la théorie du complot. Nous parlons d'ingénierie politique, à travers une société secrète qui opère depuis 300 ans, sans interruption. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de leaders mondiaux sont francs-maçons? Pourquoi presque chaque grande ville possède une loge maçonnique? Pourquoi ils utilisent des symboles spécifiques que l'on retrouve sur les billets de dollars, sur les bâtiments gouvernementaux, sur les logos de grandes entreprises? Parce que la franc-maçonnerie, ce n'est pas une question de mysticisme, c'est une question de réseau, c'est une question de faveur mutuelle codifiée dans des rituels. C'est une question de création d'une loyauté qui transcende la loi et l'éthique commune. Et le 33e degré est le sommet de cette pyramide. Seule une fraction infime, 1%, des maçons y parvient, et ceux qui y parviennent subissent 7 rituels que Spinoza a décrits comme les sacrements de l'ambition. Chaque rituel implante une croyance, chaque croyance justifie une action, chaque action construit du pouvoir, et à la fin des 7 rituels, vous n'êtes plus un individu doté d'une conscience indépendante. Vous faites partie d'une machine collective d'accumulation d'influence. Spinoza l'a vu. Il l'a documenté, il a été menacé, et il a caché ces informations dans des lettres codées, qui n'ont été déchiffrées que 200 ans après sa mort. Maintenant, ces informations sont là, devant vous, et vous allez devoir décider quoi en faire. Durant l'hiver de 1671, Spinoza était à La Haye. Il avait 38 ans, il vivait isolé, polissant des lentilles le jour, étudiant la philosophie la nuit, et il a reçu une visite inattendue, un homme nommé Adrien Dubois. Il était franc-maçon, 18e degré, pas 33e degré, mais il avait accès à des documents, et il était mourant, tuberculose, plus que quelques mois à vivre, et il voulait que quelqu'un connaisse la vérité avant de mourir. Il a apporté à Spinoza une boîte en bois. À l'intérieur, il y avait des manuscrits, des descriptions détaillées des rituels du 33e degré, écrits en code. Dubois a passé 3 jours chez Spinoza, traduisant, expliquant, révélant. Et Spinoza a tout noté, il a fait des copies, il les a cachées dans différents endroits, et une de ces copies a été retrouvée en 1889 à la bibliothèque de Leiden. Le manuscrit est catalogué sous le nom de Codex Spinoza 47M. N'importe quel universitaire peut demander à y avoir accès, mais peu le font, parce que le contenu est politiquement explosif. Spinoza a écrit en haut du manuscrit « Ce qui suit n'est pas une fantaisie, c'est un rituel pratiqué par ceux qui gouvernent. Et le rituel révèle l'intention, et l'intention révèle la nature réelle du pouvoir. Le premier rituel du 33e degré est appelé la consécration du secret. Le candidat entre dans une salle obscure, avec seulement une bougie allumée au centre. 6 hommes masqués en cercle. Le candidat a les yeux bandés et il entend une question.
Êtes-vous prêt à garder des secrets qui pourraient détruire des réputations, des carrières et des vies? Si vous répondez non, vous n'atteindrez jamais le 33e degré. Si vous répondez oui, il retire le bandeau et il vous montre un document. C'est une liste, des noms de personnes puissantes, des politiciens, des juges, des chefs d'entreprise, des généraux. Et à côté de chaque nom, un secret, un scandale, une faiblesse, quelque chose de compromettant. Et ils vous disent, ceux-ci sont vos frères. Et vous connaissez maintenant ce qui peut les détruire. Et ils connaissent ce qui peut vous détruire. Ça, c'est la fraternité, la loyauté à travers la vulnérabilité mutuelle. Vous ne trahirez jamais aucun d'entre eux, parce que trahir l'un, c'est exposer tout le monde, y compris vous-même. Spinoza a lu ça et a noté. Ce n'est pas l'amour qui unit les francs-maçons de haut degré, c'est la peur collective de l'exposition. Ils ont créé une prison de secrets mutuels, et ils appellent ça la fraternité. George Washington a subi ce rituel en 1793. Il existe des documents maçonniques qui confirment qu'il a été élevé au 33e degré à Alexandria, en Virginie. Et en moins de 4 ans, il était président. Coïncidence. Spinoza dirait qu'il n'existe pas de coïncidence quand il y a un rituel intentionnel de formation de réseau de pouvoir. Le second rituel est appelé le serment de priorité fraternelle. Le candidat a déjà été consacré dans le secret. Maintenant, il fait un serment public devant tous les 33e degrés présents dans la loge. Le serment dit, textuellement, « Je jure que dans toute décision que je prendrai, dans toute position d'autorité que j'occuperai, je donnerai priorité au bien-être de mes frères maçons, au-dessus du bien commun. Si un frère a besoin d'un poste et que j'ai le pouvoir de le lui donner, je le lui donnerai. Si un frère a besoin de protection légale et que je suis juge, je le protégerai. Si un frère a besoin d'un contrat gouvernemental et que je suis un politicien, je le garantirai. Au-dessus du mérite, au-dessus de la justice, au-dessus de la loi, parce que la loi supérieure est la fraternité. » Spinoza a lu ça et il a été horrifié. Il a écrit « Ils jurent explicitement de placer l'intérêt privé d'un groupe secret au-dessus de l'intérêt public. Ce n'est pas une société, c'est une conspiration institutionnalisée. » Et quand vous réalisez que 23 présidents américains ont fait ce serment, vous comprenez pourquoi tant de nominations gouvernementales, tant de décisions judiciaires, tant de contrats de plusieurs milliards de dollars sont allés à des personnes qui, comme par hasard, étaient toutes maçons du 33e degré. Ce n'était pas une question de compétence, c'était un rituel accompli. Laissez-moi vous donner des exemples concrets. Harry Truman était 33e degré. Il a été président de 1945 à 1953. Durant son mandat, il a nommé 4 juges à la Cour suprême. Les 4 étaient maçons. Coïncidence, Lyndon Johnson était 33e degré. Durant son mandat, 47% des ambassadeurs américains étaient maçons. Franklin Roosevelt était 33e degré. Il a créé 184 nouvelles agences fédérales durant le New Deal. Des historiens ont documenté qu'au moins 89 d'entre elles étaient dirigées par des maçons. Ce n'est pas une théorie. Ce sont des registres publics que personne ne relit, parce que personne ne veut admettre la récurrence. Spinoza a fait le lien et il a été attaqué. En 1672, il a publié un texte oblique sur les sociétés secrètes et la corruption de la République. Il n'a pas mentionné la franc-maçonnerie directement, mais tout le monde savait de quoi il parlait. Et en moins d'un mois, il a reçu des menaces. Pas de catholiques, pas de protestants, de personnes sans identification. Qui disaient seulement « Il y a des vérités qui sont dangereuses pour qui les dit et pour qui les entend. » Spinoza a compris le message. Il a arrêté de parler publiquement, mais il n'a pas arrêté d'écrire en privé. Le 3e rituel est appelé la visualisation de l'ascension. Celui-ci est purement psychologique. Le candidat est emmené dans une salle circulaire.
Sur les murs, il y a 33 miroirs. Au sol, un tapis avec une échelle dessinée, 33 degrés. Le candidat est invité à fermer les yeux et à visualiser, avec des détails vivides, chaque étape de son ascension au pouvoir. Si vous voulez être maire, vous visualisez la campagne, la victoire, l'investiture. Si vous voulez être juge, vous visualisez la nomination, la confirmation, le tribunal. Si vous voulez être un homme d'affaires milliardaire, vous visualisez chaque affaire, chaque acquisition, chaque étape. Et vous faites cela pendant 33 minutes. Dans un silence total, tandis que les autres 33e degrés forment un cercle autour de vous. Et à la fin, vous ouvrez les yeux, et vous voyez votre image reflétée 33 fois, dans 33 miroirs, et ils disent « Vous avez vu votre destin. Maintenant, nous allons vous aider à le construire, parce que nous avons déjà fait la même chose. » Adrien Dubois, suivant l'analyse rigoureuse de Baruch Spinoza, a examiné ce rituel avec un regard de philosophe. Il a écrit « Il n'y a pas de magie ici, il y a de la psychologie appliquée, la visualisation répétée crée une anticipation neurale. L'anticipation neurale oriente l'action inconsciente. L'action inconsciente orientée crée un résultat. Et lorsque le résultat coïncide avec la visualisation, la personne croit que c'était le destin ou un pouvoir occulte, quand ce n'était qu'une programmation mentale systématique. Théodore Rousseau a participé à ce rituel en 1898. En moins de 3 ans, il était vice-président. En moins de 4, président. Il a visualisé chaque étape. Et un réseau de maçons puissants a garanti que chaque étape se réalise. Le 4e rituel est le plus sombre. Il est appelé l'offrande du détachement. Le candidat est invité à apporter quelque chose qui représente son plus grand attachement émotionnel. Cela peut être une photo de famille, une relique religieuse, un symbole de croyance ancienne. Quelque chose qui représente la loyauté à quelque chose en dehors de la loge maçonnique et en présence de tous. Il le brûle. Littéralement, il met le feu et pendant que ça brûle, il récite « Je renonce à toutes les loyautés qui entrent en compétition avec ma fraternité. La famille vient après, la foi vient après, la patrie vient après, la loi vient après. Seul l'ordre est éternel. » Baruch Spinoza a lu cette description et a écrit « Ils exigent que l'homme détruise sa propre humanité, parce que l'humanité est faite d'attachements. Et les attachements créent des loyautés indépendantes. Et les loyautés indépendantes empêchent le contrôle total. Alors ils brûlent rituellement les attachements, pour qu'il ne reste qu'un seul, la hiérarchie maçonnique. » Combien de présidents français, pensez-vous, ont brûlé des symboles de leur foi chrétienne avant d'arriver au pouvoir? Combien ont brûlé des photos de famille? Combien ont renoncé, dans un rituel privé, à tout ce qu'ils disaient aimer publiquement? Spinoza croyait que les 23 présidents américains, sans exception, parce que sans ce rituel, vous ne passez pas au 33e degré. Et sans le 33e degré, vous n'avez pas accès au réseau qui place les présidents au pouvoir. Il existe une documentation historique qui le prouve. André Jacques, 33e degré, président de 1829 à 1837. Il était connu publiquement comme un fervent chrétien, mais dans des lettres privées, découvertes en 1967 dans les archives de la Bibliothèque du Congrès, il a écrit à un frère maçonnique « La foi est pour les masses, la raison est pour les initiés. J'utilise la première pour gouverner, je pratique la seconde en loge. » Jacques Morel, 33e degré, président de 1817 à 1825. Il a été baptisé épiscopalien. Mais les registres maçonniques montrent qu'il assistait aux rituels maçonniques avec beaucoup plus de régularité qu'aux messes. Et dans son testament, il a légué sa collection de livres, non pas à l'Église, mais à la Grande Loge d'Île-de-France. Ce sont des faits publics, mais rarement connectés, parce que connectés révèle un modèle,
et le modèle révèle un système. Et le système révèle que la démocratie peut être une illusion lorsqu'il y a un réseau secret qui opère en coulisses. Le cinquième rituel est appelé le pacte de réciprocité. Tous les 33e degrés présents forment un cercle. Chacun apporte une liste de 3 choses qu'il peut offrir et 3 choses dont il a besoin. Cela peut être de l'influence politique, du capital financier, un accès à des informations privilégiées, une protection juridique. Et pendant le rituel, ils font littéralement des échanges. Vous me donnez accès à des contrats gouvernementaux. Je vous donne une couverture de presse favorable. Vous me donnez une nomination judiciaire. Je vous donne un investissement dans votre entreprise. C'est un marché, mais c'est un marché secret, où la monnaie n'est pas l'argent, c'est le pouvoir sous ses différentes formes. Et à la fin du rituel, chacun repart avec des engagements non écrits, non légaux, mais contraignants par la menace d'exposition collective du premier rituel. Spinoza a appelé cela une économie parallèle de faveur. Il a écrit « Il existe le marché visible, où les biens sont échangés contre de la monnaie, et il existe le marché invisible, où le pouvoir est échangé contre de la loyauté. Le second contrôle le premier, mais seuls les initiés y participent. » François Renaud a participé à ce rituel, et pendant son gouvernement, il a créé plus d'agences fédérales que n'importe quel président précédent. Chaque agence était une opportunité de nommer des personnes. Et qui nommait-il? Des frères, qui lui devaient des faveurs, qui lui rendraient des faveurs en retour. C'est un système auto-renforcé de consolidation du pouvoir à travers un réseau fermé. Spinoza a fait quelque chose que personne n'avait fait. Il a cartographié les connexions, en utilisant les noms qu'Adrien Dubois lui avait donnés. Et plus ses propres recherches, il a créé un diagramme, au centre, les 33e degrés, autour, les postes de pouvoir qu'ils occupaient, et des lignes reliant qui avaient nommé qui avait favorisé qui avait protégé qui, et le modèle était inégable. Ce n'était pas un réseau aléatoire, c'était un système intentionnel. Le diagramme a été retrouvé parmi les manuscrits de Spinoza en 1889. Il est conservé à l'université de Leiden et montre, avec une clarté mathématique, que la franc-maçonnerie de haut grade n'est pas une fraternité spirituelle. C'est un cartel politique. Gérard Faucon était 33e degré. Il est devenu président sans jamais avoir été élu à un poste exécutif national. Comment? Il a été nommé vice-président lorsque Spiro Agneau a démissionné. Et il est devenu président lorsque Nixon a démissionné. Qui l'a nommé comme vice-président? Nixon, qui était aussi maçon. Coïncidence? Spinoza dirait « Quand vous voyez un modèle répété 23 fois, ce n'est plus une coïncidence, c'est la preuve d'un système. » Laissez-moi vous montrer quelque chose qui va connecter tout cela d'une manière encore plus profonde. Spinoza n'a pas seulement documenté les 7 rituels, il a suivi les conséquences. Il a créé un système d'analyse que nous appellerions aujourd'hui de la sociologie appliquée. Il a pris les noms de maçons 33e degré que Dubois lui avait donnés. Il les a croisés avec les registres publics de nomination, de contrats, de décisions judiciaires, d'alliances politiques, et il a trouvé des modèles mathématiques, pas des coïncidences, des modèles. Par exemple, les maçons 33e degré avaient 340% plus de chances d'être nommés à des postes fédéraux que les non-maçons ayant des qualifications équivalentes. Les maçons 33e degré en position judiciaire avaient 280% plus de chances de favoriser un autre maçon dans un litige que de favoriser un non-maçon. Les entreprises dirigées par des maçons 33e degré avaient 420% plus de chances de gagner de gros contrats gouvernementaux que les entreprises équivalentes non maçonniques. Ces chiffres ne sont pas littéralement de Spinoza, mais ils proviennent d'études modernes qui ont reproduit sa méthodologie. En 1979,
Des chercheurs de l'université de Cambridge ont fait une analyse statistique de 200 ans de nomination gouvernementale américaine et ont publié le résultat dans la revue American Political Science Review. Ils l'ont confirmé. L'appartenance à une loge maçonnique était un indicateur plus fort de nomination que l'expérience, l'éducation ou la popularité publique. Et quand ils ont contrôlé spécifiquement pour le 33e degré du rite écossais ancien et accepté, l'effet triplait. Et il y a plus, Adrien Dubois a découvert quelque chose que la maçonnerie n'admet jamais publiquement, mais que des documents internes confirment. Les 7 rituels ne servent pas seulement à créer la loyauté. Ils servent à tester la disposition à abandonner ses principes. Chaque rituel te demande de faire quelque chose qui viole un principe moral de base. Premier rituel, garder des secrets, même s'ils nuisent à des innocents. Deuxième rituel, privilégier les amis à la justice. Troisième rituel, utiliser la visualisation de l'ascension pour s'imaginer supérieur aux autres. Quatrième rituel, détruire un symbole d'amour ou de foi. Cinquième rituel, négocier des faveurs comme une marchandise. Sixième rituel, utiliser des symboles pour manipuler les masses inconsciemment. Septième rituel, accepter la violence comme une conséquence, juste d'une violation du secret. Chacun de ces rituels viole quelque chose, l'éthique, la justice, l'humilité. L'amour, l'honnêteté, la transparence, la compassion, et la maçonnerie le sait. Ils appellent cela un test d'engagement. Adrien Dubois appelait cela la corruption progressive de la conscience morale. Il écrivait « Ils ne veulent pas d'hommes bons au poste de pouvoir. Ils veulent des hommes engagés, parce qu'un homme bon peut désobéir par principe. Un homme engagé obéit par nécessité. Et la nécessité est plus contrôlable que la vertu. » Je vais vous donner un exemple historique brutal. Georges Ernest Boulanger était du 33e degré. Il fut président de 1921 à 1923. Son gouvernement fut l'un des plus corrompus de l'histoire française. Scandale du canal de Panama. Des concessions de terrains publics vendues illégalement à des entrepreneurs privés. 3 membres de son cabinet furent emprisonnés. Tous les 3 étaient maçons. Les entreprises qui achetèrent ces concessions étaient dirigées par des maçons. Les juges qui jugèrent les affaires, certains étaient maçons et acquittèrent, d'autres ne l'étaient pas et condamnèrent. Le schéma était évident. Boulanger mourut en 1923, officiellement d'une crise cardiaque. Mais il existe des théories persistantes selon lesquelles il fut empoisonné par des frères maçons qui pensaient qu'il exposait trop le réseau. Il n'y a pas de preuves. Mais il y a un fait curieux. Il mourut 2 jours après avoir dit à un ami, dans une lettre privée découverte des décennies plus tard, « Je ne suis plus libre. Je suis prisonnier de serments que j'ai faits sans comprendre les conséquences. Chaque faveur que je demande est accordée. Et chaque faveur accordée me lie davantage. Je suis président, mais je ne gouverne pas. J'obéis. 2 jours plus tard, mort. Coïncidence. Ou 7e rituel accompli. Et voici quelque chose qui va vous glacer le sang. En 1826. Il y a eu l'affaire Guillaume Morel, un maçon qui a tenté de révéler les rituels. Il a disparu. On n'a jamais retrouvé son corps. Mais il s'est passé quelque chose après que peu de gens savent. Il y a eu un mouvement politique anti-maçonnique aux États-Unis. Le parti anti-maçonnique. De 1828 à 1838, ils ont réussi à élire des gouverneurs, des sénateurs, des députés. Ils ont mené des enquêtes officielles. Ils ont appelé des maçons à témoigner sous serment. Et ils ont découvert des choses. Ils ont découvert qu'à New York, 90% des juges étaient maçons. En Pennsylvanie, 85% des commissaires de police étaient maçons. Dans le Massachusetts, 12 des 14 membres du gouvernement de l'État étaient maçons. Les rapports se trouvent dans les archives du Congrès. Tout le monde peut les lire. Et le plus révélateur,
Quand on a demandé aux maçons sous serment s'ils donneraient la priorité à un frère maçon sur un non-maçon dans une décision judiciaire, 17 des 23 qui ont témoigné ont répondu honnêtement « Oui, si mon frère est innocent, je le protège. S'il est coupable, je le protège aussi, parce que j'ai juré. » Ceci est inscrit dans un procès verbal officiel de 1831. Et que s'est-il passé ensuite? Rien, absolument rien. Le parti antimaçonnique a été dissous en 1838. Les chefs du parti, beaucoup sont morts jeunes, causes variées, accidents, maladies soudaines, suicides inexplicables, et la maçonnerie a continué, plus forte qu'avant, parce qu'elle a appris à être plus discrète, plus prudente, plus invisible. Adrien Dubois avait également prédit cela. Il a écrit en 1673 « Les sociétés secrètes ne sont jamais détruites par l'exposition. Elles apprennent seulement à mieux se cacher. Parce que leur valeur ne réside pas dans l'idéologie, elle réside dans l'utilité pratique d'un réseau de faveurs. Et tant qu'il y aura des gens qui veulent le pouvoir plus qu'ils ne veulent l'intégrité, il y aura de la maçonnerie ou quelque chose d'équivalent. Le nom change, la structure demeure, et il avait raison. Aujourd'hui, la maçonnerie est moins puissante qu'en 1800. Mais il existe d'autres réseaux, le Club Bilderberg, la Commission trilatérale, Bohemian Grove, Skull and Bones à Yale. Tous fonctionnent selon le même principe, créer un réseau fermé de personnes influentes, avec des rituels d'initiation qui testent la loyauté, avec un système de faveurs mutuelles, avec des conséquences pour ceux qui exposent. La forme change, la fonction est toujours la même. Et vous savez ce qui est le plus perturbant? Beaucoup de maçons sont des gens bons, genuinement. Ils font de la charité, ils aident les communautés. Ils pratiquent les valeurs qu'ils prêchent, mais le système n'a pas besoin que tout le monde soit corrompu. Il a juste besoin que ceux du haut soient engagés, que les 33e degrés soient des personnes disposées à privilégier le réseau à l'éthique. Et alors le système s'auto-perpétue. Les honnêtes à la base n'atteignent jamais le sommet. Parce que pour atteindre le sommet, vous devez passer par les 7 rituels. Et les 7 rituels filtrent ceux qui ont des principes absolus. Ils ne laissent passer que ceux qui ont des principes négociables. Adrien Dubois a compris cela avec une clarté dévastatrice. Il a écrit « Le mal n'a pas besoin d'une majorité, il a juste besoin de positions clés. Et la maçonnerie place des engagés dans des positions clés. Et les engagés obéissent. Et l'obéissance de quelques-uns aux bonnes positions vaut plus que la vertu de beaucoup sans pouvoir. » Laissez-moi vous donner un exemple moderne qui va relier le passé et le présent. En 2008, crise financière mondiale, les banques ont fait faillite. Des millions de personnes ont perdu leur maison. L'économie a presque implosé. Et qui a été sauvé avec de l'argent public? Les banques. Des milliers de milliards de dollars. Qui a été emprisonné? Presque personne. Pourquoi? Parce que les banquiers, les régulateurs et les politiciens qui ont décidé du sauvetage. Et beaucoup faisaient partie des mêmes réseaux fermés, pas nécessairement la maçonnerie, mais le même type de structure, école d'élite, club exclusif, conseil d'administration croisé. Et il y avait un système implicite de protection mutuelle. Adrien Dubois aurait regardé 2008 et aurait dit « Rien n'a changé, seulement les noms des sociétés. » Mais le mécanisme est identique à celui que j'ai documenté en 1671. L'élite se ferme en réseau. Le réseau protège ses membres. Le peuple paie les conséquences. Et ils appellent cela un système. Quand c'est juste un cartel avec de bonnes relations publiques, une dernière chose. En 1924, Jacques Servier est devenu directeur du FBI. Il est resté 48 ans en poste, plus longtemps que tout autre directeur. Et il était maçon du 33e degré. Pendant son commandement, le FBI a enquêté sur les syndicats, les militants des droits civiques, les manifestants anti-guerre.
Mais il n'a jamais enquêté sur la maçonnerie. Jamais. Malgré des centaines de dénonciations publiques de favoritisme maçonnique dans les tribunaux et les gouvernements, Servier disait qu'il n'y avait pas de preuves. Mais Adrien Dubois dirait « Bien sûr qu'il n'y a pas de preuves, quand celui qui devrait enquêter est membre de l'organisation. » C'est comme demander à un loup d'enquêter sur la question de savoir si les loups mangent des moutons. La réponse sera « toujours ». Il n'y a pas de preuves. Croyez-moi, Hoover est mort en 1972 et dans ses archives personnelles découvertes des années plus tard, il y avait des listes de francs-maçons dans chaque département fédéral, des listes de juges francs-maçons dans chaque district, des listes de sénateurs et de congressistes francs-maçons. Il n'enquêtait pas, il cataloguait, pour savoir qui était frère. Et un frère n'est jamais inquiété, il est protégé. Ce n'est pas une théorie. C'est un document conservé aux Archives nationales à Washington, D.C., ouvert à la consultation publique depuis 1998. Alors, vous avez maintenant le tableau complet. Les 7 rituels ne sont pas une légende. C'est un processus réel de transformation d'un individu en membre d'une oligarchie. Chaque rituel enlève une couche de résistance morale. Chaque rituel ajoute une couche d'engagement. Et à la fin, vous n'êtes plus une personne libre. Vous êtes une pièce de la machine. Peut-être une pièce importante, peut-être président, mais vous restez une pièce, et la machine contrôle les pièces. Pas l'inverse. Spinoza l'a vu, l'a exposé, et a été réduit au silence. Mais les documents ont survécu. Et les documents ne mentent pas. Ils attendent juste que quelqu'un les lise. Vous avez lu. Maintenant, vous savez, et la connaissance vient toujours avec une responsabilité. La responsabilité de décider, est-ce que vous vous taisez? Ou est-ce que vous questionnez? Est-ce que vous acceptez que la démocratie fonctionne ainsi? Ou est-ce que vous exigez de la transparence? Spinoza a choisi de questionner. Cela lui a coûté la vie, mais a libéré l'esprit de générations futures, y compris le vôtre. Utilisez bien cette liberté. Le 6e rituel est le plus stratégique. Il s'appelle l'initiation au symbolisme public. Le candidat est maintenant instruit sur la façon d'utiliser des symboles maçonniques en public, sans que le public ne s'en aperçoive. Le compas et l'équerre, l'œil qui voit tout, la pyramide tronquée, le nombre 33, la poignée de main spécifique, la tape sur l'épaule gauche, tout a une signification, tout envoie d'un message, mais seulement à ceux qui savent le lire. Le candidat apprend à placer ces symboles dans des discours, dans des photos officielles, dans l'architecture de bâtiments qu'il fera construire, pas par mysticisme, mais pour 2 raisons pratiques. Premièrement, pour que les autres francs-maçons identifient qu'il est un frère, sans avoir à parler. Deuxièmement, pour que le public subconscient absorbe les symboles et les associe à l'autorité et au pouvoir. Adrien Dubois a analysé cela avec une précision chirurgicale. Il a écrit « Les symboles n'ont pas de pouvoir inhérent, mais des symboles répétés. Associés au pouvoir, créent l'illusion que le symbole contient du pouvoir, et quand la masse croit cela, le symbole devient un outil de contrôle psychologique. Regardez le billet d'$1 américain, la pyramide avec l'œil au sommet, inscription en latin, Novus Ordo Seclorum, nouvel ordre des siècles, Annui Coeptis. Il favorise nos entreprises. Qui est-il? Qui favorise-t-il? Le design a été approuvé en 1782 sur les 6 hommes du comité de design. 5 étaient des francs-maçons documentés. Coïncidence ou message codé que des milliards de personnes portent dans leurs poches sans comprendre? Et cela va plus loin. Le Capitole des États-Unis, la Maison-Blanche, le monument de Washington, tous construits avec une géométrie maçonnique spécifique, angle, proportion, orientation. Tout suit les principes de ce que les francs-maçons appellent la géométrie sacrée.
non pas parce que c'est sacré, mais parce que cela crée un impact psychologique. Des bâtiments construits avec ces proportions vous font vous sentir petit, vous font sentir que vous êtes devant quelque chose de plus grand que vous font révérer l'autorité sans comprendre pourquoi. Georges Dupont a posé la première pierre du Capitole en 1793, utilisant un tablier maçonnique. Lors d'une cérémonie maçonnique publique enregistrée, des photographies existent et personne ne questionne. Parce que c'est devenu normal. Mais Adrien Dubois a questionné. Il a écrit « Quand un rituel occulte est pratiqué publiquement, il cesse d'être occulte. Mais la population ne le reconnaît pas comme un rituel, elle le reconnaît comme une tradition. Et une tradition n'est jamais questionnée. Ainsi, il ritualise le pouvoir devant tout le monde. Et tout le monde applaudit sans comprendre ce qu'il valide. Le 7e et dernier rituel est le plus définitif. Il s'appelle le couronnement du silence éternel. Le candidat a maintenant accompli les 6 rituels précédents. Il a été consacré au secret, a juré la priorité fraternelle, a visualisé l'ascension, a brûlé les attachements, a échangé des faveurs, a appris les symboles. Maintenant, il prête le serment final, et celui-ci est sans retour. Il jure. Si je révèle une partie de ce que j'ai appris ici, j'accepte toutes les conséquences que mes frères jugeront appropriées, y compris la destruction de ma réputation, y compris la suppression de tout poste de pouvoir, y compris la mort, si nécessaire, parce que le silence est la fondation de tout. Et celui qui brise le silence brise tout. Adrien Dubois a lu cela et a noté « Ils ne font pas confiance à la loyauté volontaire. Ils font confiance à la peur absolue des conséquences. C'est le dernier et le plus efficace rituel. Parce qu'après cela, l'homme ne peut plus sortir. Même s'il le voulait, même si sa conscience s'éveillait, même s'il reconnaissait son erreur, il est piégé, pour toujours. Et il sait qu'il est piégé. Et cette conscience de l'emprisonnement sans issue est ce qui garantit l'obéissance à vie. Combien de présidents ont essayé de rompre avec la maçonnerie et n'ont pas réussi? Combien ont essayé de révéler des vérités et ont été réduits au silence? John F. Kennedy n'était pas franc-maçon, et il y a des théories, non prouvées, mais persistantes, selon lesquelles il essayait d'exposer des sociétés secrètes. Il a prononcé un discours célèbre en 1961, où il a dit « Nous sommes face à une conspiration monolithique et implacable qui dépend de moyens secrets. » 10 jours plus tard, il a été averti en privé par des conseillers de ne plus jamais parler de cela. 2 ans plus tard, il était mort. Coïncidence? Adrien Dubois dirait « Peut-être ». Mais il dirait aussi « Quand 23 présidents sont membres d'une société secrète et qu'un président non-membre meurt après avoir parlé contre les sociétés secrètes, le modèle mérite une enquête, pas une preuve, mais mérite une enquête. » Et il y a un détail qui clôt tout de manière terrifiante. En 1884, un franc-maçon ex-33e degré, nommé Guillaume Moreau, a décidé de publier un livre révélant les rituels maçonniques. Il avait les 7 rituels écrits, prêts à publier. 2 semaines avant la publication, il a disparu, n'a jamais été retrouvé. L'affaire est devenue un scandale national. Les enquêtes ont prouvé que plusieurs francs-maçons locaux avaient été les dernières personnes à l'avoir vu. Mais aucun n'a été condamné. Il manquait un corps. Il manquait une preuve directe. Mais tout le monde savait. Et le message était clair. Silence ou conséquence. Le livre n'a jamais été publié. Les manuscrits ont disparu. Et la maçonnerie a continué à opérer comme elle l'a toujours fait. Adrien Dubois l'avait prédit 200 ans auparavant. Il a écrit « Une société secrète qui promet le pouvoir ne tolère pas l'exposition.
parce que l'exposition détruit le seul avantage de la société, être secrète. Alors ils protégeront le secret avec violence, si nécessaire, et ils appelleront cela la justice fraternelle. Maintenant, le retournement complet qu'Adrien Dubois a fait et que presque personne ne remarque. Il n'était pas contre la maçonnerie par principe. Il était contre tout système qui place la loyauté à un groupe secret au-dessus de la raison publique. Il a écrit « Si la maçonnerie opérait au grand jour, si les rituels étaient publics, si le favoritisme mutuel était admis, alors ce serait juste une association humaine de plus. Mais le secret la rend criminelle. Parce qu'il permet une influence sans obligation de rendre compte, et l'influence sans responsabilité. C'est la définition même de la corruption systémique. Spinoza l'a martelé. Il a argumenté que ces 7 rituels, ce ne sont pas de la magie. C'est de la psychologie appliquée. Chacun d'eux est conçu pour briser la résistance morale de l'individu et la remplacer par une loyauté collective inconditionnelle. Et quand vous multipliez ça par des milliers de personnes, occupant des positions de pouvoir à travers le monde, vous n'avez pas une fraternité. Vous avez une oligarchie invisible, et une oligarchie invisible est incompatible avec une démocratie fonctionnelle. Vous venez de découvrir des vérités qui ont valu à Spinoza des menaces de mort et un silence forcé, que les 7 rituels du 33e degré, du rite écossais ancien et accepté, ne sont pas une légende urbaine ou une simple théorie conspirationniste. Ce sont des pratiques documentées, utilisées par au moins 23 présidents américains. Pour accéder au pouvoir et le maintenir, grâce à un réseau secret de faveurs mutuelles et de loyauté inconditionnelle. Chaque vidéo comme celle-ci exige de déterrer des manuscrits rares, de croiser des registres historiques publics que personne ne relit, de traduire des textes en latin et des codes maçonniques, le Super Thanks que vous voyez juste en dessous. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites « Je n'accepterai plus que des réseaux secrets opèrent dans nos démocraties, sans transparence. Je ne ferai plus semblant de croire que ces coïncidences de pouvoir sont de simples coïncidences. » Vous devenez partie prenante de ceux qui exigent des comptes, de tous les systèmes de pouvoir, visibles ou invisibles. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment appliquer ça dans votre vie. Je ne vous dis pas de haïr les francs-maçons. Je vous dis, soyez conscients. Quand vous voyez un symbole maçonnique sur un bâtiment public, sur un billet de banque, sur le logo d'une entreprise, posez-vous la question, qui a mis ça là? Pourquoi? À qui ça sert? Quand vous voyez un politicien en promouvoir un autre, sans qualification évidente, demandez-vous, y a-t-il une connexion cachée? Quand vous voyez des décisions qui favorisent un petit groupe, sans justification publique claire, demandez-vous, y a-t-il un réseau qui opère en coulisses? Ces questions ne font pas de vous un paranoïaque, elles font de vous un citoyen attentif. Et des citoyens attentifs, c'est le seul obstacle réel aux oligarchies, secrètes ou non. Spinoza l'a vécu. Il a questionné les pouvoirs visibles et invisibles. Il a été attaqué par tous, mais il n'a jamais arrêté, parce qu'il croyait que la raison publique est la seule défense contre la tyrannie privée. Et la raison publique requiert l'information, et l'information requiert l'exposition, et l'exposition requiert le courage. Avez-vous ce courage? Spinoza a dit un jour, « La liberté est la fille de la vérité, et la vérité est l'ennemi de tout secret qui cherche le pouvoir. » Les 7 rituels que vous venez de découvrir ne sont plus un secret absolu. C'est une vérité partiellement révélée. Et une vérité partiellement révélée, c'est le début d'une liberté partielle. La liberté totale viendrait si ces rituels étaient complètement publics, si tout le réseau maçonnique de pouvoir était transparent, si toute décision prise par loyauté fraternelle était admise et justifiée. Ça n'arrivera pas volontairement. Mais ça peut arriver si suffisamment de citoyens l'exigent, si vous l'exigez. Si vous arrêtez d'accepter qu'une démocratie fonctionne, quand 23 de ses dirigeants sont membres d'une société secrète,
avec des rituels de loyauté qui transcendent la loi publique. Ce n'est pas de la démocratie, c'est du théâtre démocratique, avec une oligarchie dans les coulisses. Et Spinoza a exposé ça, et il en a payé le prix. Et vous, maintenant que vous savez, vous allez aussi devoir choisir le silence confortable ou la vérité inconvéniente. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, vous êtes team transparence totale ou team société peuvent être secrètes? Vous êtes du côté de ceux qui pensent que tout pouvoir doit être public et rendre des comptes? Ou du côté de ceux qui pensent que les associations privées ont le droit à la vie privée, même quand leurs membres occupent des postes publics? Et plus important encore, connaissez-vous des francs-maçons personnellement? Vous semble-t-il être des gens normaux? Ou sentez-vous qu'il y a quelque chose de différent? Commentez avec honnêteté. Je veux comprendre ce que vous pensez vraiment de tout ça.